Hello, hello, bonjour à tous, Mbolo Samba. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi d'abord vous souhaiter de passer un très bon Noël. Nous sommes le 24 décembre aujourd'hui. J'espère que votre repas de ce soir se passera délicieusement bien en famille, comme avec des amis. Voilà. Et j'espère aussi que cette année qui s'achève a été une année douce et agréable pour vous tous. Voilà. Pour moi, 2017 a été une année vraiment fantastique, que ce soit sur le plan personnel que sur le plan littéraire. Voilà. Peu importe les vicissitudes de la vie qui font qu'en cette fin d'année, on se retrouve en deuil et en larmes, je revivrai volontiers cette année 2017. Voilà. Notre rendez-vous d'aujourd'hui concerne une de mes œuvres. Je vais vous présenter les aventures d'Imia, la petite fille du Gabon. Il s'agit de mon premier roman publié. C'était en 2004. Un roman donc pour enfants, destiné à des enfants à partir de l'âge de 7 ans. Voilà. Le roman est paru aux éditions L'Harmattan. Et donc vous pouvez retrouver le livre en vente en ligne, que ce soit sur le site de l'éditeur, donc l'harmattan.fr, ou sur fnac.com ou amazon.com, donc ou en librairie. Voilà. Donc c'est parti pour une plongée dans mon univers. L'univers des enfants, donc avec ce roman, Les aventures d'Imia, petite fille du Gabon. Je me propose de vous en lire un extrait pour vous donner à peu près une idée de ce que raconte ce petit roman. Voilà, donc Les aventures d'Imia, petite fille du Gabon, lecture. Nous allons directement à la page 25, dont le titre avec un chapitre dont le titre est Les génies de la nature. Voilà. Le lendemain matin, le soleil faisait le beau dans le ciel. Les sons du tam-tam retentirent. Affolés par tant de bruit, les oiseaux s'envolèrent, délaissant les arbres qui les avaient accueillis toute la nuit. Oma, le grand sage, décréta qu'en cette journée, la chasse et la pêche étaient interdites. Personne ne devait quitter le village pour se rendre à la rivière ou dans les plantations, sous peine de sanctions. Aujourd'hui, en effet, les génies de la nature sortaient. Il y en avait 4. Ils allaient pour la 3e fois de l'année contrôler la bonne utilisation par les hommes des ressources de la nature. Personne ne devait aller troubler leur travail. Personne. Est-ce bien compris? Femmes, faites attention à vos enfants. Bonne journée à tous. Imia était en compagnie de son amie Orema. Elles avaient écouté les paroles d'Oma, le grand sage, et se demandaient à quoi pouvaient bien ressembler les génies en question. Je préfère ne pas savoir, fit Orema toute peureuse. Je veux savoir à quoi ils ressemblent, mais comment faire? Tu es folle, Imia, nous n'avons pas le droit de sortir du village. Un jour, je saurai comment sont les génies et je te le raconterai. Arrête de dire n'importe quoi et viens, maman nous a préparé de la patate douce. Allez, viens. Pendant ce temps, non loin du village, les génies s'affairaient. Et Réré, l'esprit des grands arbres, se faufilait dans la végétation pour constater l'état de la forêt. Pour chaque arbre coupé, les hommes devaient en planter un. Et Réré, après examen, se montra satisfait. Il va faire son rapport aux autres génies. Il y avait Wongo, la déesse de la fertilité, qui avait sondé la terre des plantations pour savoir si elle était bien nourrie. Il y avait à leur côté Mamiwata, la déesse de l'eau. Elle fit son rapport sur l'état de la faune aquatique. Si jamais elle estimait que les hommes avaient pris trop de poissons, elle les sanctionnait. Il lui suffisait pour cela de capturer tous les poissons et de les garder dans un endroit secret. Elle faisait cela pour que les poissons puissent se reproduire en paix. Les hommes, pendant ce temps, étaient privés de pêche. Un jour, pourtant, un imprudent décida malgré l'interdiction d'aller pêcher. Mamiwata sortit des flots et fit chavirer la pirogue de l'homme. On raconte encore qu'il se serait transformé en homme poisson. On dit qu'il est devenu l'esclave de Mamiwata qui l'a condamné à vivre sous l'eau. Il n'est jamais revenu au village. Oma, le grand sage, parle de lui à chaque fois qu'il met les hommes en garde.
Donc, nous reprenons où nous en sommes restés tout à l'heure. Page 27. Iga, le génie de la forêt, vint vers les autres après avoir compté les animaux. Il annonça que la chasse serait interdite jusqu'à la prochaine pleine lune. Les hommes avaient chassé plus que de raison. Il fallait laisser aux animaux le temps de grandir. La réunion terminée, les génies posèrent un peu partout sur le sol et les arbres des signes pour indiquer leur passage. Seul Oma, le grand sage, était capable de déchiffrer ces signes. Peu après le crépuscule, le grand sage s'approcha de la lisière de la forêt et lut les signes marqués sur les arbres, y compris le message. Il alla sur les bords du fleuve et lut sur le sable les signes laissés par Mamiwata. S'approchant ensuite des plantations, il déchiffra de nouveau le message. Ayant récolté toutes ces informations, il rentra au village au moment où la nuit recouvrait le ciel. Il fit appeler tout le monde au centre du village. Il leur annonça: la chasse est interdite jusqu'à la prochaine pleine lune. La pêche peut continuer. Prenez soin de la terre, mes frères. À la prochaine saison, une partie des plantations sera mise en jachère. J'espère que vous avez compris le message des génies. Je vous souhaite de passer une bonne nuit. Les villageois se dispersèrent en bavardant. Assise devant sa case, la mère d'Imia discutait avec une voisine. Elle lui racontait qu'elle avait reçu des nouvelles de sa sœur qui vivait en ville. Elle dit que la vie est plus facile là-bas. Ah, peut-être est-ce la vérité, mais je me sens plus en sécurité dans le village, dit l'autre. Le son du tam-tam retentit puissamment, invitant les villageois à la danse. Déjà au milieu d'une ronde d'enfants, Imia dansait en faisant tournoyer ses belles tresses. Sa mère la regarda et dit à la voisine: rien n'arrête cette petite. C'est de son âge, fit l'autre. Elle est pleine de vie. Voilà. Donc, nous allons en lire un second extrait, mais laissez-moi d'abord vous montrer un peu une petite illustration. Les illustrations ont été faites par Muriel Diallo, qui est auteur aussi d'œuvres pour les enfants. Je me propose de vous lire un second extrait. Donc, nous allons à la page 65 avec le chapitre 11 dont le titre est « Imia fait une figue ». Voilà. 2 jours après la fête, les enfants jouaient sous le commis. Le père de Goula vient lui demander s'il était prêt pour sa leçon de natation. Le garçon répondit non et continua à jouer avec ses amis. Son père lui demanda pourquoi cela ne l'intéressait pas. Il répondit: « Je n'ai pas envie qu'on me jette à l'eau. Je ne suis pas un poisson. » Le père s'en alla en riant. Pendant ce temps, la mère d'Imia discutait avec sa sœur qui parlait d'emmener Imia à la ville. Elle souhaitait mettre sa nièce à l'école. « Elle est trop jeune, » fit la mère. « Les enfants de son âge vont déjà à l'école, tu sais. » « Elle n'est jamais partie du village. Ce n'est pas pour cela qu'elle doit y rester. Elle aura peur toute seule sans son père ni moi. Je serai là pour elle. Non, je ne peux pas la laisser partir. Tu as déjà dit la même chose la dernière fois quand je t'en ai parlé. Il est temps qu'elle aille à l'école. C'est dommage que nous n'ayons pas d'école dans ce village. Dans celui d'à côté, ils ont construit 3 salles de classe, même s'ils n'ont qu'un instituteur. Laisse-moi prendre Imia. Je lui ai déjà trouvé une place dans une école. Sa future institutrice est ma meilleure amie. La nuit était tombée depuis longtemps et Imia n'était pas encore rentrée. Sa mère s'inquiéta. Elle se mit à faire le tour du village. Elle arriva chez les parents d'Orema et demanda à la petite si elle savait où se trouvait son amie. Celle-ci répondit alors. Elle est partie se cacher. Sa mère la pressa de questions. Sa mère la pressa de dire ce qu'elle savait. Elle est partie se cacher très loin, confia la petite. Comment ça loin? Où se trouve-t-elle? Demanda la mère d'Imia. Elle est partie se cacher dans la forêt, annonça Orema. Ce n'est pas possible. Elle n'y a jamais pénétré. Pourquoi a-t-elle fait cela? Orema garda le silence. Elle ne voulait pas trahir son amie.
Elle ne parla que lorsque sa mère la menaça d'une punition. Elle a dit que tu veux l'envoyer en ville. Elle n'a pas envie de quitter le village, dit enfin Orema. Il me faut de l'aide pour la retrouver. La nuit est déjà très sombre. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé, dit la mère d'Imia, complètement affolée. Voilà. C'était donc là un second passage de ce livre qui me tient à cœur, qui me fout à chaque fois une surcharge d'émotions, parce que je me souviens du moment, du plaisir que j'ai pris à l'écrire. Et donc ce plaisir est sans cesse renouvelé à chaque fois que je le tiens en main et que j'ai la chance de le lire. Voilà, j'espère que ce petit moment de découverte vous aura plu. Donc, juste comme ça pour vous donner encore un peu plus envie de découvrir cette œuvre, je vous en fais le résumé. Donc, Imia, une fillette de 7 ans, vit dans un beau village entouré de ses amis et de ses parents. La vie s'y déroule paisiblement. La voix du conteur qui tous les soirs berce les rêves, avec la voix du conteur qui tous les soirs berce les rêves des enfants. Mais un jour, l'inspiration abandonne le conteur. Comment faire? Imia devient la petite conteuse pour le bonheur des autres enfants. Hélas, pas pour longtemps, car une nouvelle vie s'annonce pour elle. Elle doit bientôt quitter le village pour aller vivre en ville. Voilà, c'était là une plongée dans mon univers avec les aventures d'Imia, petite fille du Gabon. Je vous souhaite une fois de plus de passer un joyeux Noël. Bye bye, à la prochaine.